d'urgence. On va commencer par les objectifs de cette conférence. Eh bien, comme vous voyez, l'objectif de cette conférence, c'est d'exposer un chemin récapitulatif sur la gestion des patients dans les services d'urgence traumatologique. C'est de partager un aperçu sur des connaissances de la sémiologie clinique et radiologique de base en orthopédie, de présenter quelques traumatismes du membre supérieur, leur diagnostic ainsi que leur prise en charge, et de discuter de façon interactive des cas cliniques réels rencontrés dans le centre de traumatologie orthopédie en Mauritanie. Nous allons atteindre l'ensemble de ces objectifs un par un ensemble, Inch'Allah. Alors, nous allons voir le plan qui suit, cette diapositive. Alors, le plan est comme suit. Donc, on va commencer par l'introduction, la traumatologie et services d'urgence, définition, sémiologie clinique en traumatologie, l'examen à l'admission, la sémiologie radiologique des fractures, la traumatologie membre supérieur et quelques cas cliniques qui seront très utiles pour nous tous parce qu'à partir duquel vous allez vous habituer au raisonnement clinique en orthopédie et savoir comment prendre correctement les patients dans un contexte d'urgence. Alors, on va commencer par l'introduction, la diapo qui suit. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la traumatologie? La traumatologie est un mot grec. Trauma signifie blessure. Alors, c'est l'ensemble de troubles physiques provoqués par un agent vulnérant extérieur agissant mécaniquement. Il s'agit d'un vaste domaine qui passe de la simple contusion au polytraumatisé grave. L'intérêt de cette question que nous allons voir ensemble dans cette conférence, c'est de ne pas passer à côté des lésions du membre supérieur susceptibles d'engager le pronostic fonctionnel, bien sûr à forte priori vitale. C'est vraiment l'intérêt primordial à la fin de cette conférence. J'espère que nous serons tous en mesure de pouvoir prendre correctement en charge nos patients dans un contexte de traumatologie d'urgence. Parler de la forte croissance d'activité en traumatologie, la diapo qui suit, environ 50% des usagers des urgences. Vous pouvez défiler, voilà, bien, merci. Alors, environ 50% des usagers des urgences. L'OMS décrit que les traumatismes non intentionnels, notamment les accidents de la vie, les accidents de travail, les accidents de la vie courante, entraînent chaque année environ 40 000 décès. C'est énorme, 40 000 décès. D'où l'intérêt de pouvoir prendre en charge correctement ces patients quand on les reçoit. Donc, ces chiffres nous donnent une idée sur la gravité de ces traumas et le risque qu'elles peuvent engendrer. Eh bien, maintenant, on va voir une stratégie. C'est l'un de nos objectifs qu'on a affiché dès le début, la diapo qui suit. Une stratégie de gestion, de prise en charge des patients dans un service d'urgence. Alors, en Mauritanie, dans notre service au centre de traumatologie orthopédie, les Grands Brûlés, on fait ce qu'on appelle des triages des patients. À l'arrivée, vous recevez une vague de malades qui viennent d'emblée dans un contexte de trauma. Alors, vous êtes en mesure de pouvoir catégoriser ces patients. Alors, certains de ces patients vont pouvoir être orientés dans un côté non urgent, non prioritaire, nécessitant une consultation, on va dire, externe, qui n'est pas du tout urgente. D'autre part, des patients qui sont urgents mais non prioritaires et qui seront mis dans la file, en file d'attente. Par contre, des patients seront prioritaires et ils ont des conséquences qui engendrent leur pronostic vital fonctionnel. Ils doivent être pris en priorité et en premier lieu. Comme ça, vous allez catégoriser la nature ou les patients que vous recevez dans un contexte de stress, vous avez un traumatisé de la voie publique, un autre traumatisme de travail, un autre de bagarre, et bien là, vous
vous êtes le médecin de garde, vous devez être en mesure de faire la part des choses entre ce qui est prioritaire, ce qui est urgent et ce qui nécessite une consultation à titre externe. Voilà, ça c'est ce schéma-là que j'ai voulu vous transmettre à partir de cette diapositive pour vous donner une idée sur la façon dont vous devez gérer vos patients dans un contexte où vous êtes le médecin de garde dans un service d'orthopédie. Ben ça, c'est une notion très importante. Maintenant, on va parler de quelques définitions en orthopédie. Eh bien, qu'est-ce que c'est une fracture? La diapo suivante. Qu'est-ce que c'est une fracture? Alors, la fracture est une rupture de la continuité des éléments de l'os. Il s'agit d'une fracture quand elle est ouverte en présence d'une effraction cutanée en regard du foyer fracturaire. L'entorse est définie par une élongation ou une déchirure ligamentaire, un écart temporaire des surfaces articulaires. Deux localisations sont principales, la cheville et le genou. La luxation est définie comme étant une perte de contact entre deux surfaces articulaires de façon permanente. Alors, ces définitions sont importantes parce que par la suite, nous allons voir, on va dire, plusieurs formes cliniques, plusieurs types de traumatisme du membre supérieur, dans lesquels on va parler de la notion de luxation, de fracture, d'où la nécessité d'avoir cette base. Et ça fait partie des objectifs de cette conférence. La diapo qui suit vous montre le mécanisme de la fracture. Comment se constitue une fracture? Eh bien, la fracture résulte de deux types de mécanismes, soit un mécanisme direct où le choc survient directement sur le point d'impact du segment traumatisé. Ben, c'est l'exemple simple de les accidents de la voie publique par une voiture, par exemple. Une voiture va taper directement sur le segment osseux concerné. Voilà, à ce niveau-là, on parle d'un traumatisme direct. Eh bien, le mécanisme indirect, la lésion se situe à distance du point d'impact. C'est souvent les gens qui jouent au ski, qui font un faux pas. Là, le pied se cale et puis ils font un mouvement qui va faire un type de fracture que nous allons voir, les fractures avec un trait spiroïde, parce que la lésion va se situer à distance du point d'impact. Ces deux mécanismes sont importants à comprendre parce qu'ils vont vous expliquer comment vont se constituer les autres types de traumatismes que nous allons voir par la suite. Inch'Allah. La diapo qui suit vous dit les signes subjectifs, c'est-à-dire les signes fonctionnels en traumatologie. Eh bien, on est censé savoir que la douleur est ressentie par le patient et décrite par le patient, c'est un signe fonctionnel. Eh bien, ces douleurs sont immédiates, intenses. Ces gens au niveau de la région fracturaire, eh bien, leur intensité va augmenter certainement à la mobilisation. Il faut être toujours prudent en orthopédie. Il ne faut pas avoir l'habitude de tout mobiliser. Il faut vraiment bien examiner votre patient. Eh bien, la perception du craquement, c'est la sensation de crépitation lors des manipulations, notamment quand la fracture est déplacée. Et l'impotence fonctionnelle, c'est l'impossibilité d'utilisation du membre atteint. Et là, le patient peut défaire une boiterie ou bien il a une marche impossible. Donc, ces notions de base sont très utiles pour comprendre la suite. Parce que vous allez voir certains traumatismes dans lesquels le patient a une impotence fonctionnelle ou a une notion de craquement. On va discuter ensemble des cas cliniques. Donc, c'est primordial d'avoir ces bases. Et je vous rappelle toujours que ça fait partie des objectifs de cette conférence. On a voulu choisir ce plan qui est strict et bien déterminé pour que vous ayez toujours un rappel de la base et que vous verrez par la suite les traumatismes ainsi que les cas cliniques. Eh bien, la diapo qui suit vous montre l'attitude du traumatisé du membre supérieur. Alors, le traumatisé du membre supérieur présente un tronc fléchi, une épaule abaissée, un coude demi-fléchi et un avant-bras soutenu par la main opposée. C'est une attitude appelée l'attitude de Dawson, que nous allons voir par la suite, Inch'Allah, et c'est une position antalgique dans laquelle le patient va pouvoir se reposer, relâcher un peu par rapport à la douleur suite à ce traumatisme. Alors, on va passer vers l'examen à l'admission. Eh bien, toujours dans un contexte d'urgence, la priorité concerne l'évaluation de la gravité du patient. La diapo qui suit.
Donc, il faut évaluer la gravité. Donc, déterminer le risque vital, fonctionnel ou esthétique. C'est primordial. Tout d'abord, avant de tout faire, il faut évaluer si votre patient n'est pas en instabilité hémodynamique, si votre patient n'a pas perdu de connaissance, si vous avez un saignement en cours, en J. Et là, il faut intervenir dans l'immédiat pour arrêter ce saignement. Après avoir évalué la gravité, vous avez des étapes successives et bien claires dans votre cerveau. Vous avez une hiérarchie claire. J'évalue la gravité de mon patient, j'évalue le risque vital, fonctionnel ou esthétique, et par la suite, je l'interroge. C'est une base importante, une étape à ne pas passer surtout. Il faut déterminer l'identité de votre patient, il faut avoir l'horaire de l'accident, le mécanisme dont on vient de décrire, le retentissement fonctionnel, les antécédents du patient ainsi que les traitements utilisés par celui-là, et l'heure de dernier repas si vous allez anesthésier votre patient, ainsi que les allergies. C'est vraiment important de demander au patient s'il n'a pas des allergies contre certains médicaments parce qu'il risque de faire un choc anaphylactique et aggraver sa situation s'il a une allergie que vous n'avez pas demandé. Donc, il faut faire un interrogatoire bien déterminé. L'étape qui suit, c'est l'examen physique. Donc, vous avez révélé notamment les informations importantes par rapport à l'accident, par rapport à la symptomatologie qui a amené le patient, dans un contexte, on va dire, d'AVP ou de traumatisme, un accident à domicile ou quoi que ce soit. Le patient vient avec une douleur intense, une impotence fonctionnelle qui est notamment relative ou absolue. Après, vous allez passer à l'examen physique. Et là, je vous ai donné les titres importants et je vous les commenter pour que vous ayez en tête une hiérarchie bien claire, des informations qui vous permettent de pouvoir suivre l'examen à l'admission correctement. Alors, vous allez commencer par l'inspection. Eh bien, vous devez rechercher s'il n'y a pas une déformation, un œdème, un hématome, une effraction cutanée, une anomalie de la coloration du membre atteint. C'est important. Là, je vous ai montré quelques photos d'un patient qu'on a récit, qui avait un traumatisme par un objet contendant. Et là, vous voyez une perte de substance cutanée, couche-fois 3, qui ne peut pas être supérée dans le traitement et au bloc opératoire. Et là, il y a des complications à redouter, donc il faut avoir l'esprit de les rechercher immédiatement, que nous allons décrire par la suite, et qui est déjà médico-légal pour de vouloir bien saisir ces informations dans le dossier patient. Après donc l'inspection, vous avez la palpation. Ben, le premier mot que je vous ai mis dans la diapo suivante, palpation délicate, parce que vous pouvez recevoir d'emblée un polytraumatisé qui a perdu connaissance. Et là, vous ne pouvez pas, ou vous n'avez pas déjà le droit, vous pouvez passer à la diapo suivante, vous n'avez pas le droit de mobiliser le patient quand il a un trauma, on va dire, généralisé, partout. Il peut avoir une fracture du rachis, qu'il soit lombaire ou cervicale. Donc vraiment, vous devez faire attention avec votre palpation. Et si la fracture est dans un segment déterminé, il faut faire une palpation avec prudence. Donc rechercher une douleur esquisse au relief osseux, c'est ce qui va par la suite déterminer, on va dire, les examens paracliniques, parce que vous n'allez pas demander une radiographie de tout, mais vous allez examiner, vous allez chercher s'il n'y a pas une douleur du bassin, une douleur du rachis lombaire, une cervicalgie, une douleur quelque part de certains membres, etc., une déformation, ce qui va orienter vos bilans. Et ben, si le patient déjà est en perte de connaissance, certaines radiographies sont demandées systématiquement pour vraiment ne pas passer à côté d'un trauma quelque part. Donc, il faut évaluer les amplitudes articulaires avec présence toujours. Si vous recevez quelqu'un pour un problème de l'épaule ou un problème de l'avant-bras, il faut pouvoir demander au patient de faire des amplitudes articulaires mais avec toute prudence et évaluer les troubles sensitivo-moteurs. J'ai bien signalé ça avec les pouls périphériques distaux. C'est primordial. Il faut toujours vérifier la sensibilité et l'état moteur de votre patient. Est-ce qu'il garde une motricité? Et il faut rechercher toujours par rapport au trauma les pouls périphériques distaux. Donc, c'est deux notions qui sont extrêmement importantes à savoir. Après, la diapo qui suit vous résume grosso modo, par rapport à l'examen
à l'admission aux urgences, ce que vous devez faire en premier, le premier geste, c'est pas de dire au patient, allez, partez à la radiographie pour faire une radio, je sais pas moi, de l'avant-bras ou de l'épaule. Non, vous devez, si vous avez une plaie, bien sûr, la couvrir avec un pansement propre. Et le patient qui vient, qui a un trauma de la cuisse, qui saigne, c'était dans un contexte de bagarre, je sais pas moi, par exemple, vous n'allez pas lui dire, je sais pas, je suspecte une fracture, vous allez faire la radio en premier. Non, le patient il saigne. Le patient il a des lipotymies, il a des sueurs, il a un pouls filant, il a une instabilité hémodynamique. Donc il faut conditionner le patient en mettant une ou deux voies d'abord pour compenser la personne. Et c'est hyper pratique. Donc vous devez vraiment raisonner selon la situation de votre patient. Mettre une attelle radio transparente sur le membre traumatisé, poser l'indication des examens complémentaires, c'est primordial parce que vous n'allez pas, comme je vous ai dit, demander des radios partout. Vous allez préciser ce que vous allez faire. Et c'est ça l'intérêt de votre examen à l'admission. Après, vous allez orienter le patient vers un service de radiologie pour faire les radiographies demandées en fonction de l'examen à l'admission. Donc, globalement, l'examen à l'admission aux urgences se résume au fait que, en premier lieu, vous allez évaluer la gravité du trauma sur le plan vital, fonctionnel et esthétique. Vous allez faire un interrogatoire déterminé, après avoir bien sûr éliminé un contexte d'urgence qui nécessite d'intervenir d'emblée. Vous allez interroger correctement votre patient, sans oublier les détails que je vous ai dit. Vous allez faire l'examen physique, vous allez faire l'inspection, la palpation, stabiliser votre patient, mettre une attelle radio transparente pour le membre traumatisé, indiquer vos examens et orienter le patient pour faire la radio. Et en fonction de la radio, vous allez saisir le diagnostic radiologique. Vous allez donc l'associer aux résultats que vous avez trouvés à l'examen à l'admission et vous allez porter un diagnostic définitif sur lequel vous allez imposer un traitement. Alors, on va passer vers la sémiologie radiologique des fractures. Eh bien, la radiographie de face et de profil doit obligatoirement montrer les articulations 6 et sous-jacentes. Et donc, pour être méthodique, de façon claire et nette dans votre cerveau, vous devez préciser pour toute radiographie, toute fracture, préciser à la radio le siège de la fracture, le trait principal, les traits secondaires que nous allons voir par la suite et les différents types de déplacements. Alors, tout d'abord, le premier point, vous pouvez défiler vers la sémiologie radiologique des fractures. Et le premier point, c'est de la fracture. Le premier élément à rechercher, c'est l'os. La diapo qui suit. Alors l'os, quel os touché? Il faut préciser si c'est le fémur, si c'est l'inéris, si c'est la clavicule, par exemple. De quel côté? Il faut aussi le préciser. Et dans quelle région se situe la fracture? Est-ce qu'elle est épiphysaire? Est-ce qu'elle est métaphysaire? Ou est-ce qu'elle est diaphysaire? La diapo qui suit montre les traits principaux. Alors, on en distingue 4 types de traits. Il y a un trait transversal, ce que vous voyez dans la photo, un trait oblique court, un trait oblique lent et un trait superbolique. Donc ça, ce sont les différents types de traits. Le son est perturbé. J'espère que vous m'entendez maintenant de façon claire. Est-ce que vous m'entendez clairement? Oui, docteur, on vous attend. Très bien, d'accord, on continue. Voilà. Donc, ça, c'est le trait principal. On en distingue 4 types de traits, transverse, oblique court, oblique long, sphéroïde. Donc, ça, c'est de façon schématique claire. On précise tout d'abord ce qu'on appelle le siège de la fracture, l'os, le côté de la région, puis le trait principal, et après, les traits secondaires et le nombre de fragments. La diapo qui suit. Alors, fracture en aile de papillon, on a 2 traits qui se croisent et détachent une aile de papillon. Il y a des fractures bifocales lorsqu'on observe 2 traits de fracture sur le même segment
osseux. Fracture cognitive, c'est une fracture multifragmentaire qui réalise un éclatement. Donc ça, c'est en fonction des traits secondaires et du nombre de fragments, on définit différents types de fractures. Après ces traits secondaires, on a les types de déplacement. On en distingue 4 types de déplacements, point de vue sémiologique. On a les déplacements à type d'ondulation, la diapo qui suit. Les déplacements à type d'ondulation. Donc, sur la vue de face, on détermine, et ça c'est la base, ça c'est, je vous ai choisi un plan qui va vous permettre vraiment d'architecturer les informations correctement dans votre cerveau. Donc, au point de vue de gestion des patients, au point de vue d'examen à l'admission, au point de vue basique qui concerne la sémiologie des fractures, en commençant par toujours le site de la fracture, le trait principal, les traits secondaires, puis les déplacements. Comme ça, vous allez être méthodique. Donc, sur la vue de face en radiographie, on détermine si l'angulation est en varice, c'est-à-dire que les segments distals toujours par rapport au segment proximal est orienté en interne, ou il s'agit d'une angulation en varice, c'est le segment distal qui est orienté en externe. Sur la vue de profil, on précise si l'angulation fait un angle ouvert en arrière, ça s'appelle un fleurissant, ou bien ouvert en avant, ça s'appelle un récurvateur. Le déplacement peut se faire en baïonnette, c'est-à-dire en translation. Et le déplacement peut aussi se faire par chevauchement, c'est-à-dire un déplacement qui est composé de 2 phases. Une phase de translation et un raccourcissement. Ou bien, le segment distal peut complètement faire une rotation autour du segment proximal dans un plan transversal. Donc ça, ce sont les 4 types de déplacements au point de vue sémiologique qu'il faut savoir pour pouvoir interpréter correctement votre radiographie. Maintenant, on va passer vers la traumatologie du membre supérieur. J'espère que pour le moment, les idées sont claires et que vous avez retenu de façon méthodique les informations qu'il faut de base pour entamer la suite. Eh bien, la diapo qui suit, traumatologie du membre supérieur. J'espère que cette première partie a été claire. Eh bien, on va commencer par la fracture de la clavicule. Nous allons voir plusieurs types de traumatismes du membre supérieur, que nous allons décrire le diagnostic, ainsi que le traitement, et après, on va passer vers la phase de discussion des cas cliniques. Alors, fracture de la clavicule, et se fait souvent par les chutes sur le moignon de l'épaule, la diapo qui suit. Donc, chute sur le moignon de l'épaule, douleur localisée sur souvent le tiers moyen de la clavicule, comme vous avez pu voir dans la photo. Le traitement se fait par ce qu'on appelle un allon en chiffre 8 pendant 4 semaines. Il y a un risque de cas vicieux, mais quand même, il est souvent bien supporté. Donc, c'est des fractures qui surviennent souvent chez les sujets de sexe masculin, qui est jeune, sportif. C'est un traumatisme par chute, un traumatisme direct par chute sur le moyen de l'épaule qui casse cette clavicule. Et rarement, on va dire, de façon indirecte, mais c'est souvent par chute sur le moyen de l'épaule. Et bien, la douleur est localisée et le traitement est orthopédique. Le deuxième type de traumatisme du membre supérieur, c'est la luxation de l'épaule. La diapo qui suit. Alors, c'est la plus fréquente donc, des affections traumatiques du membre supérieur. Elle est fréquente chez l'adulte. Et c'est une forme récidivante, c'est important, elle récidive souvent. La luxation, ou le type le plus fréquent, c'est la luxation antéro-interne. La luxation postérieure est très rare parce que la capsule postérieure, sa partie postérieure, est très dure, est très forte et ne laisse pas passer de fragments suite à un traumatisme violent. Même s'il était de grande intensité, elle est très persistante. Eh bien, au point de vue symptomatique, le patient décrit une impotence fonctionnelle totale du membre de l'épaule, on va dire du membre supérieur, il n'arrive même pas à bouger son membre. Eh bien, il décrit aussi une douleur très intense, avec une vacuité de la glène, une abduction irréductible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une adduction.
saillie antérieure de la tête. Ça, c'est au point de vue sémiologie. Vous voyez la photo. Je vous ai montré cette photo pour vous résumer globalement les différents signes de la luxation de l'épaule. Eh bien, le traitement, vous devez intervenir de façon urgente, réduire cette luxation, puis l'immobiliser par un maillot clinique. Ce que je vous ai mis en bas, la photo vous montre un maillot clinique. Vous devez immobiliser ce membre pendant 3 à 4 semaines. Et donc, la façon de confirmer les diagnostics est simple, c'est par une radiographie de face et profil. Et n'oubliez surtout pas de chercher des complications vasculo-nerveuses avant de commencer déjà la réduction et de prévenir le patient du risque d'apparition de celle-ci parce qu'il s'agit d'un sujet médico-légal. Toujours, il faut vérifier de ce qu'on appelle la fonctionnalité sur le plan moteur, sur le plan sensitif de l'épaule. Là, vous allez essayer de soulever l'épaule, vous allez lui dire d'essayer de soulever l'épaule, vous allez le toucher et vous allez voir s'il a une sensibilité, s'il garde toujours sa motricité. Et au point de vue vasculaire, vous devez voir les poux axulaires, les poux brachiaux, le pouls brachial et les poux périphériques distaux, notamment radial et ulnaire. C'est primordial. La troisième affection traumatique du membre supérieur, c'est la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. La diapo qui suit. Alors, le mécanisme est direct, souvent retrouvé chez les jeunes femmes. Souvent, c'est des femmes âgées, ostéoporotiques, qui présentent une fragilité osseuse secondaire à l'ostéoporose et qui, en faisant le simple faux pas, elles font des traumatismes et décrivent des douleurs, vu la répétition de ces traumas, des douleurs intenses, c'est des fractures souvent engrainées et le traitement est orthopédique. Le diagnostic, déjà, c'est par la réalisation des radiographies de face. Vous voyez devant vous 2 radiographies qui vous montrent déjà la fracture, le niveau. Alors, il y a ce qu'on appelle le col anatomique. Ici, on a une fracture du col chirurgical de l'humérus. Et comme on vous a dit, c'est une fracture souvent engrainée avec plusieurs fragments. Eh bien, le traitement, il est simple par un bandage coude au corps. Je vous ai montré la photo, plus ou moins une réduction perméable. La 4e affection, c'est la fracture de la diaphyse humérale. Alors, c'est des fractures fréquentes. Diapo suivant. C'est des fractures fréquentes. Il faut impérativement chercher s'il y a une atteinte du nerf radial, parce que vous savez anatomiquement le passage du nerf radial dans le tiers distal en postérieur de l'humérus, la fosse radiale, donc là où passe le nerf radial. Donc si on a une fracture de la diaphyse, d'autant plus de son tiers inférieur, près de la palette, il faut se méfier d'une atteinte du nerf radial. Donc vous allez faire l'examen pour déterminer s'il n'y a pas une atteinte. Vous savez, les territoires neurologiques, le territoire de la main qui est innervé par le nerf radial, et vous allez faire les mouvements de flexion, d'extension, de mobilisation du pouce et flexion, extension du poignet pour pouvoir donc diagnostiquer une atteinte du nerf radial. Le traitement de ces fractures diaphysaires de l'humérus est orthopédique. Chez l'adulte, on fait un traitement chirurgical. Parfois, le traitement orthopédique est possible parce que dans un contexte de prise en charge, on a plusieurs volets et il faut toujours tenir compte du patient, le bilan de l'hôte, du patient, son état général. Est-ce qu'il n'a pas d'état associé, si ce n'est pas un sujet âgé, s'il n'a pas une pathologie qui peut contre-indiquer son traitement chirurgical et qui nous exige de faire un traitement orthopédique. Mais par contre, chez les enfants, le traitement n'est pas du tout en première intention chirurgicale, mais c'est plutôt un traitement qui est orthopédique. La chirurgie est indiquée en cas de déplacement secondaire ou de fracture irréductible. La 5e affection, c'est la luxation du coude. Il s'agit d'une chute sur la paume de la main, coude en extension. La luxation, donc la plus fréquente chez l'adolescent. Le traitement, c'est une réduction sous anesthésie générale.
La durée d'immobilisation est variable de 8 jours à 4 à 6 semaines. La rééducation longue avec participation active du patient, c'est des fractures associées. Les fractures associées sont fréquentes dans les cadres d'éluxation du cou. Il va y avoir une fracture de la tête radiale, une fracture même de la palette, une fracture de l'olecrâne, etc. Donc il faut bien examiner votre patient et prendre correctement la luxation du coude. Il s'agit d'une urgence. La 6e affection, c'est la fracture de la palette inérale. Et donc, c'est des différentes fractures, on va dire c'est des fractures qui concernent la partie supracondylienne au niveau de l'iméris. Elle arrive en seconde position après les fractures du poignet. Elle touche la zone de croissance où le remodelage est faible, d'où l'intérêt vraiment d'intervenir. Parce que nous allons voir par la suite, on va dire, bon, je ne vais pas vous annoncer les infos sur ce qu'on va discuter, vous allez le voir, vous allez même interagir, Inch'Allah, mais c'est important de savoir qu'elle touche la zone de croissance parce que à ce niveau-là, le cartilage, le remodelage est faible, et si on n'intervient pas, parmi les complications tardives de ces fractures, c'est, on va dire, le cubitus falcis, le cubitus varice, c'est des déformations vicieuses qui vont vraiment empêcher l'enfant d'avoir une mobilité correcte de ses membres supérieurs, et ça a été par défaut de connaissance de ces informations. Donc c'est important de savoir ça. Il s'agit d'une chute donc sur la paume de la main, le coude en extension, c'est des mécanismes indirects le plus fréquents, donc qui donnent souvent des fractures avec déplacement à fragments qui se déplacent en arrière. Le fragment rarement se déplace en avant. C'est des fractures fréquentes qui touchent une tranche d'âge, notamment de 5 à 10 ans, et souvent c'est les enfants de sexe masculin. Nous allons voir une classification qui s'appelle la classification de Rigold-Lagrange. Alors, cette classification est très utile, la diapo suivante, pour orienter la prise en charge thérapeutique de ces fractures de la palette inérale. Et ils sont distingués en 4 types. Il faut essayer de mémoriser les informations dans ces diapos. C'est important. Alors, le type 1, il s'agit d'une fracture unicorticale antérieure sans déplacement. Il s'agit donc d'une fracture stable. Le type 2, c'est une fracture avec faible déplacement postérieur, fracture bicorticale, le périoste postérieur est intact, il s'agit d'une fracture en flexion. Donc c'est important de retenir les 2 mots-clés, que le type 1 est sans déplacement, et le type 2 avec faible déplacement postérieur. Le type 3 et 4 dans le diapo qui suit. Le type 3, c'est un déplacement postérieur, on a un déplacement toujours postérieur, dans le type 2, et qui est faible, ici, il est important. Mais les fragments métaphysaires et épiphysaires gardent toujours le contact. C'est important. Par contre, le type 2, c'est un faible déplacement postérieur. C'est une fracture bicorticale, mais le périos postérieur est toujours intact. Par contre, le type 3, le périos postérieur est intact, mais souvent, il y a une rotation interne du fragment épiphysaire. Donc, le mot-clé, c'est que le déplacement est majeur, en postérieur, et les 2 fragments gardent toujours contact entre eux. Le type 4, le déplacement postérieur, il est majeur avec perte de contact interfragmentaire. Il y a une rupture du périos postérieur, souvent une rotation interne du fragment épiphysaire. Alors, voici une photo qui vous donne une idée sur ce qu'on appelle les différentes classes de la classification de Rigold, la diapo qui suit. C'est une photo dans laquelle vous allez identifier le type 1. Le type 1, rappelez-vous bien que c'est une fracture unicorticale. Donc, vous voyez la corticale qui est touchée antérieure sans déplacement postérieur. Ça, c'est le type 1, le stade 1. Le stade 2, rappelez-vous qu'on a dit qu'il s'agit d'un faible déplacement postérieur. Il y a une fracture bicorticale, mais le périos postérieur est intact, ce qui est devant vous. Le type 3, s'agit d'un déplacement qui est postérieur important. Les fragments métaphysaires et épiphysaires gardent contact, comme vous avez pu voir, et le périos postérieur est intact, ce qui explique déjà que le contact est toujours là. Le type 4, c'est un déplacement majeur avec perte de contact interfragmentaire. Il n'y a plus de contact. Et donc, cette photo vous montre les différentes classes, les différents types de la classification et d'autres
Et je vais vous parler des traitements après, les différents types, parce que c'est important de savoir la classification pour orienter la prise en charge. Voilà. La 7e affection sont les fractures donc, des 2 os de l'avant-bras, fracture de l'un des 2 os dont le siège à pli de 2 cm, la diapo suivante. Eh bien, en dessous de la tuberosité bicipitale, jusqu'à 4 cm de l'intervalle radio-carpien. Elles sont fréquentes chez l'enfant et l'adulte, diagnostic et clinique et radiologique. Le traitement chirurgical chez l'adulte est le plus souvent orthopédique chez l'enfant. Le pronostic dépend de la qualité de la prise en charge et le traitement et la rééducation s'imposent. Je vais vous montrer les différents types de ces fractures. La diapo suivante. Alors tout d'abord, les fractures des 2 os de l'avant-bras peuvent être isolées, généralement peu déplacées. Les fractures de l'avant-bras, surtout chez l'enfant, peuvent se diviser en plusieurs types. Ici, je vous ai montré 2 types. Fracture en mode de beurre et fracture en bois vert. C'est quoi la différence? C'est que la fracture en mode de beurre, où on va commencer par la fracture en bois vert, c'est une fracture qui est définie par la rupture de la corticale sur la convexité, avec un respect de la corticale et du périos au niveau de la concavité. Et c'est bien visible dans la photo que vous avez de près, celle qui est à gauche. Vous voyez qu'il y a une rupture de la corticale au niveau de la convexité, mais il y a une préservation de la corticale au niveau de la concavité. Ça, c'est important à savoir. Eh bien, ça, c'est par rapport donc aux fractures donc, qui sont en bois vert. Les fractures en mode de beurre, c'est des fractures par traumatisme ou compression axiale. C'est par chute sur le poignet souvent. Et ben, c'est des fractures dont le patient va décrire une douleur, avec parfois un relief osseux, qui ici, pas tout à fait visible, mais vous voyez vraiment le tassement au niveau de l'os radial, donc du radius. Vous voyez ça dans la photo qui est à droite. C'est une fracture en mode de beurre. Après, on va parler d'un 3e type de fracture de 2 os de l'avant-bras, c'est la fracture de Montegia, dans la diapo qui suit. C'est une fracture diaphysaire de l'ulna associée à une luxation radio-ulnaire proximale par chute sur un coup de fléchis bras en pronation. Et c'est important de savoir que toute fracture de l'ulna dépose un examen clinique et radiologique du coup. C'est important pour chercher secondairement une luxation radio-ulnaire qui définit la fracture de Montegia. La fracture donc de Galeazzi, qui suit dans la diapo qui suit, c'est une fracture diaphysaire d'Iradis, qu'on voit dans la photo, dans la diapo suivante. Non, celle qui l'a précédée. Donc là, vous voyez une fracture dans la diapo qui la précède. Voilà, vous voyez une fracture diaphysaire d'Iradis associée à une luxation radio-ulnaire distale. C'est tout à fait visible. Et toujours la même réflexe que toute fracture d'Iradis, et on pose un examen clinique et radiologique du poignet. Alors, la diapo qui suit, j'ai pris un type particulier qui est la fracture de Potocos. C'est une fracture très fréquente chez l'adulte dans cette diapo. Donc, c'est une fracture par chute sur la paume de la main. Le mécanisme, c'est une compression avec hyperextension. Passez la diapo suivante, vous allez voir la première photo qui vous montre le mécanisme. Voilà, très bien. C'est par chute sur la main et vous voyez le fragment distal du radius. Là où vous allez imaginer le fragment qui va passer en postérieur et en externe. C'est ça la description déjà radiologique. Vous allez voir passer dans la diapo suivante. Le trait situé à 2,5 cm de l'articulation radio-cubitale et c'est souvent chez les adultes et les CGAG. Le traitement, c'est par réduction simple, le plâtre ou le brochage selon l'état du patient. Donc, diapo suivante. Celle qui la suit. Très bien. Là, vous voyez une déformation qui est en doigt de fourchette. Donc, cette déformation est importante à savoir parce qu'il décrit typiquement cette
atteinte de l'extrémité inférieure. Et radiologiquement, c'est tout à fait visible les traits de fracture avec un déplacement postérieur externe. Alors, je vous ai dit traitement réduction avec plâtre ou brochage parce que je vous ai dit toujours de prendre en considération l'état des patients. Parfois, on a des adultes qui sont en bonne activité, c'est des CG jeunes qui ne sont pas âgés, qui peuvent bénéficier d'un traitement chirurgical. Et je me rappelle bien d'une patiente, une vieille de 60 ans, qui venait de l'intérieur du pays, qui avait une fracture de potocoste, mais quand on l'a réduit, on a mis le plâtre, le fragment s'est bien aligné avec le fragment distal, c'est bien aligné avec le fragment proximal. Il n'a pas nécessité un traitement chirurgical, juste un contrôle radiologique après une semaine pour voir l'évolution si ça exige une intervention dans un court délai. Sinon, elle continue la durée totale de son traitement et elle ne bénéficie pas d'un traitement chirurgical. Vous voyez, donc, il faut toujours prendre en compte qu'il s'agit d'un sujet âgé, hypertendu, non suivi, diabétique, et voilà, il y a des soucis. Donc, il était en altération de l'état général. Comme ça, vous ne pouvez pas vraiment anesthésier un patient comme ça, et même vous n'êtes pas sûr de votre traitement chirurgical, donc vous allez tenter un traitement orthopédique. Et donc, toujours la balance qui est là en pratique. C'est différent de la théorie, la pratique, c'est toujours en prenant le patient dans sa globalité. Alors, la diapo qui suit. Discussion donc des cas cliniques. Alors, donc avant de discuter des cas cliniques, je donne la parole aux participants, parce qu'on a fini une grande partie qui résume toutes les affections du membre supérieur, qui vous donne une idée sur la sémiologie. Rappelez-vous toujours des objectifs de la conférence, sur la sémiologie clinique et radiologie des fractures. Là, si quelqu'un veut poser une question, il peut la poser. Sinon, nous pourrons commencer la discussion donc, des cas cliniques. Donc, très bien. S'il n'y a pas une question, on va laisser la part des questions à la fin de la présentation. Comme ça, la discussion des quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut parler. Docteur, oui. Merci pour la présentation. J'aimerais vous parler de la façon de faire une réduction en urgence en cas d'excession de poule ou en cas d'excession de On va parler de ça. On va parler de ça des cas cliniques. Comment faire une réduction? On va parler de quelques cas cliniques, là où vous pouvez avoir l'occasion de nous parler de la réduction en urgence. Et merci. Merci à vous. Alors, on va entamer les cas cliniques et rassembler les questions à la fin pour qu'on puisse tous, comme je vous ai dit, l'intérêt de cette conférence, c'est d'avoir un travail interactif. Chacun, selon ses compétences, selon son niveau, etc., peut participer à tout moment et donner ses idées. Et c'est comme ça qu'on apprend tous ensemble. C'est ça l'intérêt de cette discussion entre confrères de facultés et de pays différents. Eh bien, on va commencer la discussion des cas cliniques. Alors, diapo suivante. Alors, donc, le premier cas clinique. Vous avez donc deux bas, âgé de 8 ans, est tombé alors qu'il jouait au football sur sa main gauche. Le coude étant en extension, sa mère vous l'amène car son coude gauche est douloureux et augmenté de volume. Vous demandez une radiographie du coude gauche face et profil. Le cliché est dans la diapo suivante. Passez la diapo suivante. Très bien. Vous avez le cliché de face et le cliché de profil. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre diagnostic radiologique? C'est une... Docteur, on répond immédiatement.
quelqu'un veut répondre, il peut activer son micro et nous allons tous l'écouter. Salam alaikum. Je m'appelle Khadijatou en 5e année médecine, faculté de médecine de Manchot. Enchanté. C'est une dissection du coude. D'accord. Sur quel argument vous avez dit ce diagnostic radiologique? C'est l'absence de contact de deux surfaces articulaires. Très bien. Donc, Et disparition de contact. musculaire. OK. Et quoi d'autre? Avez-vous ici un autre élément en faveur de ce diagnostic? Avec la tuméfaction? Oui, je vous écoute. Sur les clichés de profil, il y a l'absence de contact des surfaces. De face, il n'y a que la tuméfaction. Très bien. Oui, tout à fait. Très bien. Ça, c'est un très bon avis. Donc, une dissection postérieure externe. Très bien. Excellent. Merci pour l'avis. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Toujours on retient la luxation du code avec les mécanismes de traumatologie. Chute la main, le bras en extension. Excellent. Vous avez repris quelques détails de l'énoncé par rapport au mécanisme du traumatisme. Donc, c'est toujours en faveur de la luxation, vous avez dit. D'accord? Et sur le plan radiologique? Très bien, c'est des très bons ajouts. Quelqu'un d'autre veut participer? Et encore, il n'y a pas de trait de fracture. D'accord, très bien. Il n'y a pas de trait de fracture, donc on ne sent pas dans une fracture. Très bien. Quelqu'un d'autre souhaite passer un avis? Docteur. Oui. Salam. Alaykoum salam. Donc, il paraît clairement que c'est une luxation postérieure du coude, déplacement des deux os de l'avant-bras en postérieur. C'est la radio, il paraît clairement que c'est une luxation postérieure du coude. C'est tout. Très bien. Je n'ai pas de diagnostic évident, je pense. D'accord. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut passer un avis, on va défiler la diapo. On ouvre l'opportunité pour tout le monde, tout celui qui veut participer. C'est ça l'intérêt de la conférence, c'est la discussion. Donc, nous allons défiler la diapo. Il s'agit bel et bien d'une luxation postérieure du coude. Vous avez bien saisi le diagnostic. Et bien, les signes radiologiques en faveur de ce diagnostic, ça c'est au point de vue radiologique. Nous avons toujours, on va dire, récolté les éléments qui concernent le mécanisme, comme notre collègue Samira Ahmed a ajouté. Sur le plan radiologique, les éléments à décrire sur la vie de face, c'est que vous avez une disparition des derniers, la superfusion de deux os de l'avant-bras et la palette. Et sur le plan de profil, vous devez chercher une vacuité de la grande cavité sigmoïde. La tête radiale et le nez crâne sont passés en arrière, ce qui définit le caractère postérieur. La bête le crânien à distance de l'iris. Et concernant l'énoncé, le mécanisme est en faveur d'autant plus de réalisation. Sachant qu'il ne faut pas oublier que ce mécanisme peut bel et bien expliquer un autre type de traumatisme que nous avons déjà vu ensemble dans cette présentation, que peut-être nous allons voir après dans d'autres cas cliniques par la suite. Donc vous avez bien saisi le diagnostic. Alors la question suivante, la diapo suivante.
Quels sont les signes cliniques à rechercher en faveur de ce diagnostic, qui est la luxation du coude? Qu'est-ce que, moi je suis de garde aux urgences, j'ai réussi de Bach, âgé de 8 ans, avec sa mère, elle est inquiète. Qu'est-ce que je vais chercher à l'examen en faveur du diagnostic de la luxation? Quelqu'un a une idée? Absence d'alignement de 3 points du coude. D'accord, vous allez chercher les repères du coude. Alors, les repères du coude, en cas de luxation, parfaitement, il y a une perte de repères, donc parce que vous avez carrément un déplacement en arrière des deux os de l'avant-bras, ce qui va perdre ce qu'on appelle le triangle. Le nélaton et la ligne de hauteur ne seront pas bien définis à l'examen physique du patient. Ça, c'est un élément à rechercher. Des signes devant tout traumatisme qui orientent d'autant plus vers la luxation et la fracture, d'autant plus que vous avez vu la radio, vous devez chercher une déformation par exemple, un élargissement du coude vu que vous avez deux segments qui ont quitté en arrière, un raccourcissement de l'avant-bras, etc. Nous allons voir ensemble dans la diapo qui suit. L'activité vicieuses du membre supérieur traumatisé. Tout à fait. Tout traumatisé du membre supérieur présente l'attitude des sols, l'attitude qu'on a vue ensemble dans le début de la présentation. Voyons ensemble la diapo qui suit. Alors, docteur, j'ai un peu d'ajout Oui. concernant la question. On va rechercher une lésion vasculo-nerveuse en palpant les pouls radial et linéaire. Très bien. On recherche la sensibilité aussi à la recherche d'une atteinte sensitive moteur, en demandant au patient de faire mobiliser ses doigts. Donc, dans ce cas, on va éliminer une urgence, une atteinte vasculo-nerveuse. Tout à fait, c'est des éléments primordiaux, vous allez voir dans la question qui suit. Donc, globalement, les signes sont les signes que vous avez dit. Donc, grosso modo, dans le cadre du diagnostic positif de la luxation du coude, il y a des signes qui sont, on va dire, communs avec une fracture dans cette zone du coude, qui définit la déformation. Voyons la diapo suivante, l'élargissement du coude. L'élargissement du coude va, avec la saillie de la palette, va modifier les repères osseux anatomiques, chercher une saillie de l'écran et un coup de hache postérieur. La question qui suit, la diapo suivante, vous allez palper aussi la palette percée en avant, une perte des rapports anatomiques, ce que vous avez bien dit, et de l'écran aussi, saillie en arrière. Par rapport à la question de recherche des complications vasculo-nerveuses. C'est important et je vous ai préparé une question sur ça. Vous avez bien répondu. Nous allons voir les complications ensemble. La diapo suivante. Alors, on recherchera immédiatement des complications vasculaires. Donc, il faut voir le pouls brachial, l'artère brachiale, prendre les pouls du sto radial et cubital. Des complications nerveuses, une contusion, une organisation des nerfs, surtout la paralysie du nerf cubital qui est le plus touché. Il faut voir aussi les nerfs médians et les nerfs radiaux. Il faut donc repérer les zones qui sont innervées par ces nerfs. Pourquoi on cherche les nerfs cubitales? Parce que les nerfs cubitales passent en arrière de l'épicondyle médial. Et c'est tout à fait près au niveau du site. Donc là, on parle de luxation, on peut bel et bien toucher le nerf. Et donc on doit vraiment voir s'il arrive à clamper sa main, parce que le signe d'atteinte d'une paralysie ou du nerf cubital, au nerf ulnaire, c'est que quand vous demandez au patient de saillir, il n'arrive pas à vous saillir correctement. Certains de ses doigts, la zone où il y a les deux derniers doigts n'est pas du tout fonctionnelle. Il n'arrive pas à lever ces doigts-là. Donc, c'est important de chercher ces complications, c'est primordial, vous avez bien saisi ça. La question 4, la diapo suivante. L'examen clinique de l'enfant révèle une absence de perception du pouls périphérique. Quelle est votre conduite en urgence? Qu'est-ce que vous allez faire en urgence? Vous avez examiné, et c'était un cas réel, vous n'avez pas eu de pouls périphérique. Qu'est-ce que vous allez faire en urgence? Docteur, on va examiner le patient, on va le conditionner à mettre des voies veineuses, chercher les signes de choc. Il était stable sur le plan émotionnel. Le garçon était stable sur le plan émotionnel. D'accord. Donc,
Quel est le geste à faire devant l'absence de perception du pouls périphérique dans le cadre de la luxation? Donc, docteur, en urgence, on fait une réduction et une mobilisation. L'absence de pouls, c'est souvent déjà une compression vasculaire par l'os. Donc, si on fait une réduction, on va répandre le pouls. On fait aussi une mobilisation. Donc, en urgence, réduction et mobilisation. Très bien, merci pour l'avis. Quelqu'un d'autre va ajouter quelque chose? Les autres participants à la conférence, vous avez une idée? On vérifie la présence du pouls dans tout le foie et l'état de chaleur locale. Il est toujours absent. Et la chaleur locale de la main. Elle est présente, la chaleur. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire en urgence? Bilan pré-op en urgence et une réduction soulagée. Très bien. Donc, Alors, l'absence de pouls repasser un avis. Peut-être en faveur d'une ischémie on doit faire une écho-doppler de atteinte artérielle, obstruction de nerf vital, peut-être. D'accord, vous avez suspecté une ischémie et surtout quand vous faites un geste, vous intervenez et que le pouls ne reprend pas, vous pouvez passer à cette étape. Je suis tout à fait en accord. Docteur, donc on a ouvert à... Oui. On va chercher les plans cliniques. Est-ce qu'il y a une hématome sous-cutanée? Peut-être il y a une lésion vasculaire à ce niveau. Puis, s'il n'y en a pas, on peut passer à l'écho-doppler artériel pour voir le trajet des artères. Très bien. Radiales, puis je suis en accord avec cette idée, mais pour prévenir une complication cette complication vasculaire qui semble en cours, cette complication, quel est le geste à faire en urgence? Vous l'avez dit, dans un ordre logique, on commence par une réduction parce qu'il s'agit d'une urgence. Cette absence de pouls est justifiée par la compression vasculaire. Et donc, on va essayer de lever cet obstacle, cette compression, en rétablissant l'anatomie normale du cou. Et si on ne trouve pas de pouls après, on peut passer, comme vous avez dit, à un examen échographique pour voir s'il n'y avait pas une complication et voir le trajet des artères. Donc, pour éviter une ischémie qui peut tout à fait mettre en jeu le principe fonctionnel de son membre. Voyons la diapo suivante. Alors, une réduction en urgence, sous anesthésie générale. Alors, comment se fait la réduction de la luxation du coude? Vous allez faire une traction sur l'avant-bras en flexion du coude, contre extension sur le bras. Vous voyez les deux images, c'est tout à fait clair. Vous allez donc tuer l'avant-bras en flexion. Vous allez faire une contre-extension sur le bras et plus ou moins une pression sur le crâne. Comme ça, vous allez réduire l'anatomie normale et vous contrôlez le pouls. Et bien, le pouls a bien revenu, on a bien perçu le pouls après la réduction. Voyons quelques images après la réduction. Voyons la diapo suivante. Voici quelques images de la réduction qui sont prises du Centre de traumatologie orthopédique des Grandes Brûlées ici à Nouakchott en Mauritanie. Donc là, vous avez la photo qui est au milieu. Là, on n'a pas encore mis du plâtre. Et les autres, on a déjà mis le plâtre dans le bloc opératoire. Vous voyez qu'on a rétabli la continuité, on a rétabli le contact entre les deux surfaces articulaires. Et on a bien vérifié le pouls et le pouls a bien revenu en place. Le pouls radial qui était totalement absent avant l'intervention. Et donc, vous avez la même orientation, c'est que dans un contexte d'urgence, devant une luxation du coude, il faut toujours éviter l'installation des complications. Alors, voyons le deuxième cas clinique.
Monsieur AM, âgé de 30 ans, vient aux urgences pour douleur à l'épaule gauche. Ce patient sportif sans antécédent est tombé sur la main droite au cours des chutes sur les escaliers et a ressenti au moment du traumatisme une violente douleur à l'épaule avec une impression de déboîtement. Il vous explique par ailleurs que c'est la première fois qu'il a un problème à l'épaule. En l'examinant au torse nu, vous constatez une déformation de l'épaule gauche. Vous demandez une radiographie de l'épaule de face et voici la radiographie. Passez à la diapo suivante. Quel est votre diagnostic radiologique? C'est une luxation interne de l'épaule. D'accord, très bien. Quelqu'un d'autre? Les autres participants, qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un d'autre a un avis? Bon, je pense que c'est une luxation interne, pas dire est-ce qu'il est antérieur ou postérieur, si on n'a pas la radiographie du profil. Très bien, d'accord. Quelqu'un d'autre a un ajout? Très bien. Alors, je vous partage l'avis totalement. Il s'agit clair et net d'une luxation antéro-interne. Pourquoi dire antérieur? Vous avez l'avis de face. Vous avez dit une bonne remarque, la nécessité d'avoir un profil pour confirmer, d'autant plus que la tête s'est dégagée en avant, mais il vous suffit déjà de voir cette image et que la tête s'est bel et bien orientée en interne et en avant pour saisir les diagnostics de la luxation antéro-interne. Le principe, la diapo suivante, la diapo qui la suit. Quels gestes thérapeutiques réalisez-vous dans l'immédiat et quelles sont les précautions à prendre avant et après ces gestes? C'est une question pour répondre, il faut être très prudent. Les gestes à faire thérapeutiques, les précautions à prendre avant les gestes et après les gestes. Tout d'abord, docteur, ici on fait une réduction en urgence, mais il faut faire une radiographie avant la réduction parce que c'est médico-légal. Et une radio aussi après la réduction pour vérifier on fait une bonne réduction. C'est tout. Très bien. Quelqu'un d'autre qui souhaite passer un avis? Faire un bilan pré-thérapeutique et pré-anesthésique en urgence, car il va subir une AG. D'accord. Ça, c'est parmi les précautions à faire avant. D'accord. Vérifier le pouls brachial. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Quelqu'un d'autre? L'examen nerveux. Bravo. Excellent. Ça, ce sont, passez la diapo suivante, ce sont les précautions à prendre avant. C'est de faire un examen neurologique et vasculaire. Donc,
En urgence, comme vous avez dit, réduire par manœuvre externe. Nous allons voir ensemble comment faire une réduction de l'indexation de l'épaule. Les précautions à prendre avant, c'est de faire un examen neurologique et vasculaire à la recherche d'une lésion d'inertie complexe, la sensibilité du moyen de l'épaule et la contraction du deltoïde, un examen vasculaire recherché de pouls, et le patient est prévenu de la possibilité de survenir de ces complications. L'intérêt médico-légal, c'est les questions qu'on les appelle PM0. En l'absence de cette réponse, on trouve 0 à la question. Et c'est important de porter l'attention sur ce contexte-là parce que en faisant la mobilisation, la réduction avant de l'examiner, on peut bel et bien engendrer une complication sans avoir vérifié le pouls, sans avoir vérifié la motricité. Et donc, il faut vraiment prévenir le patient de la possibilité de survenir. Ça, ce sont des précautions à prendre avant. La diapo suivante. Nous allons voir ensemble comment se fait la réduction. Alors, la réduction de l'indexation de l'épaule commence par une traction du coude. Rappelez-vous bien, pour le coude, par exemple, on a fait la traction aussi, le coude en demi-flexion. Et puis, il faut faire une adduction à ramener le membre du côté du tronc et une rotation externe. Et c'est vraiment rapide. Quand vous assistez une fois et que vous faites la réduction, ça va être rapide et la tête revient totalement dans la glaire. La diapo suivante. Alors, réduction par manœuvre externe faite, précaution à prendre après. C'est d'immobiliser le membre supérieur, le coup de corps par un maillot clinique, que je vous ai déjà montré la photo, pendant 3 semaines, données dysantalgiques, arrêt de travail et de sport, rééducation de l'épaule pendant et après l'immobilisation et instaurer une surveillance stricte. Donc, vous avez tous eu l'idée sur l'importance de faire l'examen dans le cadre de la législation. Donc, vous avez vu une entité fréquente, une entité urgente, comment la prendre en charge et quelles sont les précautions à prendre avant et après. Diapo suivante. Professeur, j'ai une question. Oui. Reprenez la diapo précédente. Oui. Comment la rééducation peut se faire au cours de l'immobilisation de l'épaule? Comment se faire la rééducation de l'épaule pendant et après l'immobilisation? Alors, vous allez faire votre boulot. Tout d'abord, vous allez donc l'immobiliser. Donc, vous allez réduire et vous allez mettre la maillot clinique pour l'immobiliser. Et donc, cette immobilisation pour maintenir le membre en place, maintenir la mobilité d'articulation, la kinésithérapie sert à rééduquer le membre pour ne pas se positionner en une seule attitude. Vous vous rappelez bien que celui qui a une fixation a une abduction irréductible. Et donc, pour limiter cette on va dire, stagnation où le membre va se fixer pour ne pas avoir une attitude en fixation, une attitude vicieuse, vous allez mobiliser doucement le membre avec le temps au cours de la mobilisation pour qu'il ne garde pas une seule position. C'est ça à quoi ça sert la rééducation de l'épaule. Et lors de la réduction, la traction du coude, dans quel sens? C'est très simple. Alors, reprenez la diapo de la réduction. C'est une manœuvre urgente et très simple. La traction du cou se fait en avant. Vous allez soit mettre la patiente en décuplage dorsal ou bien mettre la patiente en position semi-assise. Vous allez donc prendre, c'est la même position que vous avez. Donc, traction du coude vers l'avant. Et puis, en même temps que vous tirez, vous orientez le membre en interne. Donc, vous faites une adduction. Vous le rapprochez de l'axe du corps. Et vous passez le bras en externe pour faire la rotation externe pour que la tête passe directement dans la glaire. C'est une question vraiment de pratique. Déjà, une fois que vous assistez, ça va vraiment
passer la diapo du cas clinique numéro 3. Voilà. Mahfouz, 7 ans, amené par sa mère aux urgences de traumatologie des centres hospitaliers de Nouakchott à 2 heures du matin. Eh bien, pour un traumatisme fermé du coude droit, suite à un chute sur sa main en extension. Il se sent très mal et il décrit d'avoir ressenti un craquement au niveau de son coude. Vous le voyez rentrer en salle d'examen, le coude demi-fléchi, l'épaule abaissée et l'avant-bras est soutenu par la main opposée. Diapo suivante. Qu'est-ce que vous recherchez à l'examen physique de cet enfant? Cet enfant que vous avez réussi à 2 heures du mat, qui présente un traumatisme fermé du coude droit, qu'est-ce qu'on va rechercher à l'examen physique de cet enfant? Commençons par l'inspection. On va regarder, tout d'abord, l'énoncé, vous avez écrit l'attitude de Dessol, l'attitude du traumatisé du membre supérieur. Vous allez chercher à l'inspection quoi, par exemple, comme signe? Une tuméfaction au niveau du On coude. doit Une tuméfaction, un gros Une coup, déformation, un coup de hache postérieur ou externe. d'ailleurs, un avant-bras signifie Et comme il est un Les traumatisme lésions fermé, qui il n'y a pas une ouverture de la peau, donc il n'y a pas de plaie. il n'y a pas de plaie, tout à fait, il n'y a pas de plaie. Très bien. Donc, vous pouvez défiler la diapo qui suit. Alors, à l'inspection, vous allez chercher l'attitude de Dessol qui est déjà décrite dans l'énoncé. Cherchez un gros coude, un coup de hache postérieur, un avant-bras semi-fléchi et qui semble raccourci, et cherchez une saillie de l'olecrâne en arrière. À la palpation, c'est important de palper les repères anatomiques qui peuvent varier dans 2 circonstances. Quand il s'agit d'une luxation du coude, les repères osseux vont être perdus. Par contre, quand il s'agit d'un autre diagnostic que vous allez voir ensemble, les repères peuvent être conservés. Et donc, c'est important de les chercher, ces repères. On doit chercher des hématomes qui soient sous-cutanées, musculaires. Oui, on vous donne la parole. Très bien, on continue. La diapo qui suit, à la palpation. Alors, palper les repères anatomiques, rechercher les complications vasculo-nerveuses, c'est primordial. Alors, la diapo suivante vous demandez une radiographie, la diapo suivante, une radiographie du coude. Quel est votre diagnostic radiologique? De quoi s'agit-il sur le plan radiologique? C'est une fracture de la palette humérale avec déplacement postérieur du segment distal. Le diagnostic seulement ou bien associé avec la classification? Je veux le diagnostic radiologique pour l'instant. D'accord, c'est une fracture de la palette humérale. Très bien. Quelqu'un d'autre a une suggestion? Les autres participants, vous avez une idée? Oui, le cœur, c'est la radio de face. On n'en fait rien, il semble que c'est normal. C'est la radio de profil. Ça a été une fracture de l'extrémité inférieure de l'humerus. D'accord. La diapo suivante. Il s'agit d'une fracture supracondylienne de la palette humérale. Diapo suivante. Diapo. Voilà. Quel est le stade? Diapo suivante.
quel est le stade de cette fracture selon la classification de Rigotte? On a vu ensemble dans le début de cette présentation la classification de Rigotte qui parle de 4 types et qui est nécessaire pour l'orientation thérapeutique. Celle-là, apparemment, elle correspond au stade 3. Pourquoi? Le déplacement postérieur. Et quoi d'autre? Il n'y a pas la perte de contact totale qui est stade 4. D'accord, très bien. Quelqu'un d'autre a un avis? Il garde toujours un contact cortical avec les deux fragments. Très Mais bien. le déplacement, il est important, le déplacement postérieur. Très bien. Quelqu'un d'autre a une idée? Alors, nous allons passer à la diapo suivante. Vous avez parfaitement raison. Il s'agit d'un type 3. C'est le stade 3. Diapo suivant. L'intérêt de cette classification, c'est d'orienter la prise en charge thérapeutique. Diapo suivant. Nous allons vous passer un rappel sur la classification de Rigotte. Donc, nous avons une radiographie qui montre un déplacement important, mais les fragments métaphysaires et épiphysaires gardent un contact. Et c'est important. Le périos postérieur est intact. Et donc, il s'agit d'un type 3 et c'est important parce que vous allez voir par la suite la question, la diapo suivante, la question sur votre attitude thérapeutique. Qu'est-ce que vous proposez comme traitement pour cet enfant? Non, docteur, de toute façon, c'est un traitement chirurgical qui nécessite c'est juste ça, non. Très bien, donc vous suggérez un traitement chirurgical. Très bien. Quelqu'un d'autre? La diapo suivante. Alors, tout d'abord, quel est le but du traitement? C'est de faire une réduction urgente et parfaite, d'éviter les complications et d'avoir un coude mobile indolore. Diapo suivante. L'attitude thérapeutique, c'est une réduction en urgence avec un embrochage, soit en JD ou en X. Vous voyez les deux photos. Donc, il s'agit d'un traitement chirurgical. Et là, nous allons vous rappeler un tout petit peu du traitement en fonction du stade, du type, diapo suivante. Le type 1, son traitement, c'est par un plâtre anti-brachiopalmaire pendant 3 à 4 semaines avec une surveillance radiologique. Le type 2, une réduction et un plâtre, voire un plâtre que vous voyez dans la photo ou un embrochage. Et le type 3 ou 4, une réduction et un embrochage, donc un traitement chirurgical. La diapo qui suit. En l'absence de traitement, voici la conséquence. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi s'agit-il? C'est quoi cette conséquence en l'absence de traitement de cette fracture de la palate minérale? Un enfant qui présente une fracture de la palate minérale, qui vient aux urgences, que vous consultez et que vous n'imposez pas un traitement chirurgical ou un traitement en fonction du Docteur, que vous traitez, je ne sais pas moi, systématiquement, vous laissez le patient partir. Il y a une complication tardive qui se voit dans la photo qui est artificieuse, docteur. Il s'agit d'une artificieuse. D'accord, très bien, c'est une attitude vicieuse. Que l'enfant n'a pas reçu un traitement. Il y a deux attitudes ici. دكتور سعيد كيفية السؤال
Cubitus valgus à gauche et cubitus varis à droite. Un cubitus varis à gauche ou à Cubitus droite. varis à droite, cubitus valgus à gauche. Très bien. Ça, c'est une complication, malheureusement, complication tardive de la fracture de la palette humérale qui n'est pas traitée et peut évoluer vers un cas vicieux en attitude de cubitus varis ou en attitude de cubitus valgus. Et donc, vous voyez l'intérêt d'intervenir dans l'immédiat, de traiter convenablement le patient, de connaître la classification et de pouvoir donc indiquer les traitements en fonction des stades de la classification de Rigaud qui n'est pas assez difficile et qui exige tout simplement qu'elle soit en tête au moment où vous traitez le patient. Donc, on a fait le tour sur tout au long donc, de cette conférence. On a vu ensemble les objectifs de cette conférence qui, je vous rappelle, que c'était d'exposer un schéma récapitulatif sur la gestion des patients donc dans les services d'urgence traumatologique. On a vu ça, donc la démarche à faire, c'est de partager un aperçu sur les connaissances de la sémiologie clinique et radiologique. Donc on a vu ensemble, on a vu quelques traumatismes du membre supérieur, leur diagnostic et leur prise en charge. On a discuté ensemble de façon interactive des cas cliniques réels rencontrés dans le centre de traumatologie orthopédie en Mauritanie. Donc, je vous remercie pour votre attention. C'était votre confrère, l'externe en 5e année de médecine, Mohamed Abdallah Ahmed Ouakar. J'étais ravi de passer cette discussion avec vous. Je vous donne l'occasion, si vous souhaitez. On vous remercie énormément, docteur, pour cette belle présentation.